Alors, Massa al-Khair alaykoum, marhaba bikoum encore une fois pour ce nouveau workshop dans la deuxième édition de l'E3C Challenge. Toujours dans la continuité des workshops et de l'accompagnement de nos finalistes qui se préparent pour la grande finale à Bchar le 26 mars prochain. On a le plaisir d'avoir avec nous le professeur Ahmed Boubaker qui est parmi nos habitués chez Tech2Hub de l'accompagnement des porteurs de projets à travers les différentes tables rondes ou les workshops ou les talks qu'il fait. Donc, un grand merci à lui pour son temps, pour sa générosité. Merci, professeur Boubaker. Alors, sans plus tarder, sans transition, je vous donne la parole. Je vous laisserai le soin de vous présenter pour nos participants, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Pour les autres, je vous dis je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sinon à la fin pour le professeur Boubker. Donc, on n'est pas nombreux et c'est tant mieux. On pourra suivre, échanger avec le professeur Boubker. Alors, professeur Boubker, juste, on a des participants qui sont arabophones, anglophones, francophones. Donc, il faudra jouer sur les trois langues. Je vais essayer, il n'y a pas de problème. Pour ne pas perdre les participants. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, pour les retardataires ou pour les absents, le talk il est enregistré. On pourra repartager le lien. Très bonne écoute à tous et bon courage. À plus tard. Voilà, merci beaucoup, c'est Sofiane. Donc, je me présente en quelques mots. Donc, je suis Ahmed Boubaker. Je suis professeur en électrotechnique à l'École nationale polytechnique à Alger, spécialisé en technique de la haute tension. Et j'ai un doctorat dans ce domaine-là et j'ai publié, j'ai effectué des travaux de recherche en cadre, etc., dans ce domaine. Mais j'enseigne aussi depuis le début des années 90, disons 91 plus particulièrement, jusqu'à maintenant. J'enseigne la propriété intellectuelle, la normalisation et la métrologie ces derniers temps, depuis quelques années seulement, au niveau du département de génie industriel de l'École nationale polytechnique, le département qui forme en management industriel actuellement, et en DSIA. DSIA, c'est Data Science et Intelligence artificielle. Donc, l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment un résumé du cours que je donne à l'école, donc, mais qui permet quand même à certains qui ne connaissent pas la propriété intellectuelle au moins de s'y initier. Et de la présentation, grâce à Brinco, on peut dire, c'est pour eux que je faisais cela initialement. Et l'année passée, j'ai essayé de faire une présentation qui s'adresse un peu aux start-upers, et ce pour les start-up, et surtout que dernièrement, l'OMPI a mis à la disposition de ceux qui font des start-up, il y a un guide, je crois que c'est durant l'année écoulée, d'accord, un guide pour vous, directement. Donc, et tout cela, vous allez avoir la présentation PowerPoint, je vais l'envoyer à Brinco via Nour Boubaker ou bien M. Sofiane, quelqu'un qui a leur email, et vous pouvez ils vont vous communiquer la présentation. Comme vous pouvez déjà rentrer, j'ai un blog à l'École nationale polytechnique, perso, vous allez le voir tout à l'heure. Vous pouvez télécharger directement. C'est offert à tout le monde. Et c'est dans ResearchGate. Dans ResearchGate, j'ai un PowerPoint. Il y a le PowerPoint Share, le partage des PowerPoint dans LinkedIn aussi. Donc, l'objectif, c'est de divulguer au maximum la propriété intellectuelle, chose qui n'est pas bien prise en considération au niveau de l'université algérienne, malheureusement. Donc, il y a très, très peu d'établissements qui l'enseignent. Enfin, qui l'enseignent, c'est 1h30 par semaine, pendant un semestre, c'est-à-dire 12 semaines ou 13, c'est tout. Donc, ce n'est pas des spécialistes dans les marques, dans les brevets, dans les stratégies, etc., etc. Bref, donc, sans trop tarder, je vais partager l'écran et on va commencer. Alors, voilà, partager. C'est bon. Donc, j'espère que vous voyez tous. Donc, je vais mettre, comment je vais faire plein écran. Tiens. Ah oui, allez, je vais faire comme ça. Voilà, mais il y a les images là.
Ah oui, je peux réduire, voilà. Donc, c'est bon. Je suis en train d'appuyer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez, si Makhlouf Karimo, vous pouvez faire plein écran avec à l'aide de F5. Oui, mais ça y est, il est en plein écran déjà. Ça y est, c'est en plein écran, vous voyez, non? Pas encore, je pense. Si, c'est plein écran. Voilà, voilà. Si j'enlève le plein écran, voilà ce que ça donne. Vous voyez, hein? Oui, c'est bon, monsieur. Eh bien voilà. Et là, vous voyez en plein écran, j'imagine, non? Oui. Voilà, donc c'est pas la peine de... D'accord, donc c'est pas la peine de couper. Là. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, oui, voilà une question. Là, maintenant, pour tourner en rond, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici, vous avez le lien. D'ailleurs, vous voyez la main. Donc, dans tout le document, il y a des liens hypertextes sur lesquels vous pouvez cliquer. Si vous cliquez sur celui-là, vous allez directement dans le blog perso Boubaker, où vous pouvez télécharger pas mal de petites choses, y compris ce PowerPoint. Voilà, donc rapidement, sans trop tarder. Hein. Donc, on ne va pas perdre de temps. Voilà. Donc, je continue et ensuite on verra. Alors, la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est composée de deux grands domaines. Il y a la propriété littéraire et artistique et il y a la propriété industrielle. Et vous, vous êtes concerné par les deux. Alors, les principales conventions. Nous avons la Convention de Paris, c'est la Convention pour la protection de la propriété industrielle qui date de 1883, avec des différentes révisions, etc. Il y a la Convention de Berne qui date aussi de pas 3 années après, en septembre 86, avec les différentes révisions. Tous les pays qui sont dans la Convention, qui ont pris part dans la Convention de Paris, font partie de ce qu'on appelle l'Union de Paris. C'est l'union internationale créée par la Convention de Paris. Et ceux qui adhèrent à la Convention de Berne font partie de l'Union de Berne. Alors, la propriété littéraire et artistique. La propriété littéraire et artistique, elle est protégée par le droit d'auteur. Et vous, tout ce que vous faites comme document, comme présentation PowerPoint, comme affiche, comme spot, comme vidéo, etc., vous êtes les propriétaires. D'accord? Maintenant, vous pouvez signer un contrat avec Brenco, par exemple, où vous autorisez Brenco à utiliser, vous donnez vos droits à la compagnie. D'accord? Nous, quand on fait une publication internationale, on offre comment dirais-je, on signe un contrat de droit de propriété avec le journal où on délivre tous les droits au journal. Voilà, le droit d'auteur fait partie des droits de propriété intellectuelle qui concernent la protection de l'œuvre de l'esprit humain. Le droit d'auteur, c'est le droit qui protège les œuvres littéraires et artistiques. Et il faut souligner aussi que le droit protège les œuvres, c'est-à-dire l'expression d'une conception et non les idées. On peut avoir la même idée, mais on peut concevoir, on peut s'exprimer différemment. D'accord? Donc, c'est ça qui fait l'originalité de l'expression. L'exemple donné par un pays, c'est surtout deux photographes. On peut avoir la même idée. Par exemple, photographier une plage à Alger et la même plage. Chacun a sa façon de photographier et c'est ça qui fait l'originalité. En Algérie, nous avons l'ordonnance du 19 juillet 2003 et relative au droit d'auteur et au droit à voir. Et c'est la dernière ici, celle-là, qu'on utilise actuellement. Et la sur le droit d'auteur et garantit une protection des œuvres littéraires et artistiques originales. Leur mérite, ça peut être des best-sellers, comme ça peut être des ouvrages, par exemple, si je parle des livres qui ne sont même pas lus. Ça peut être des films, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui est expression artistique et littéraire, tel que défini par la Convention de Berne. La Convention de Berne, elle est claire.
et l'accord sur les ATPIC. L'accord sur les ATPIC, c'est l'accord de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Et nous avons le traité de l'OMPI sur les droits d'auteur. D'accord. Alors, c'est le World Copyright Treaty. Les législations couvrent en général de tous les pays toutes les productions littéraires, scientifiques, artistiques, sous n'importe quel mode ou quelle forme d'expression. Par exemple, nous avons les écrits, les romans, les allocutions, les conférences, les brochures, les manuels, etc. Les œuvres d'art, par exemple, les sculptures, les dessins, les peintures, les films, etc. Les œuvres musicales, compositions, chansons, les œuvres transmises par des moyens numériques, y compris l'Internet. Et ça, c'est très important. Nous avons les logiciels, les programmes d'ordinateur, les bases de données, les data, les bases de données électroniques, bien sûr, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut mettre dans l'Internet. Alors, la durée minimale de la protection est fixée par la Convention de Berne à 50 ans à compter de la fin de l'année du décès de l'auteur. C'est-à-dire, quand l'auteur est vivant, bien sûr, c'est lui qui est le propriétaire. Maintenant, quand il meurt, ce sont les ayants droit, le conjoint, les enfants, les ascendants, les descendants, d'accord, qui bénéficient des droits pendant 50 ans. Certains pays adoptent des durées plus longues, par exemple 70 ans, par exemple aux USA et l'Union européenne. Alors, en plus du droit d'auteur, il y a ce qu'on appelle les droits voisins ou les droits connexes du droit d'auteur. Les droits connexes, en vertu de la Convention de Rome et de l'accord sur les ATPIC, sont les artistes interprètes ou exécutants, par exemple les acteurs, lorsqu'ils jouent une pièce théâtrale ou là ils jouent un film, etc. Il y a les musiciens, il y a les danseurs, par exemple les ballets, le folklore, etc. Il y a d'autres artistes interprétant ou exécutant des œuvres artistiques ou folkloriques. D'ailleurs, la protection du folklore est faite de cette manière-là, c'est-à-dire il y a des groupes artistiques qui dansent, qui chantent, etc., et qui enregistrent leurs œuvres, et ça protège bien le folklore. Les producteurs d'enregistrement, par exemple les producteurs de phonogrammes, alors c'est-à-dire les disques, les cassettes, les CD, les DVD, etc. Il y a les organismes de radiodiffusion tels que les chaînes de radio, les chaînes de télévision. Tout cela font partie de ceux qui bénéficient des droits voisins ou des droits connexes du droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur comporte deux principaux droits. Il y a ce qu'on appelle le droit moral. Le droit moral, il appartient exclusivement à l'auteur de l'œuvre. Jusqu'à la fin des temps. C'est toujours lui, l'auteur moral. Maintenant, il y a un droit qu'on peut négocier à travers des licences. Vous signez une licence, c'est une autorisation que vous donnez à un organisme pour utiliser votre œuvre. Et là, dans le contrat de licence, vous faites des négociations pour fixer surtout les redevances ou les royalties. Les redevances, c'est les quantités d'argent qu'offre celui qui prend le droit aux auteurs directement. D'accord? Et ça se négocie. Et les négociations, il y a différents types de cessions et de concessions, de droits, etc. etc. Ça, c'est long. Hein? On pourra en discuter plus tard. Alors, ça, c'est le droit patrimonial. On dit droit patrimonial, c'est le droit qu'on négocie avec des licences. Il y a le droit moral, lui, c'est toujours l'auteur. Même si vous achetez le droit patrimonial avec des licences, le droit moral, il reste. On dit tel auteur, d'accord. On ne va pas changer. Sinon, ça devient du plagiat. Alors, il y a le droit de reproduction, ça c'est le copyright, la photocopie, l'enregistrement sur bande magnétique, le stockage d'œuvres à l'aide des moyens informatiques, disques durs d'ordinateur, disquettes, CD-ROM, clés USB, DVD, etc. Ça, c'est le droit de reproduction. Il y a le droit de représentation d'exécution, exécution ou interprétation d'une œuvre, pièce de théâtre, composition musicale. L'auteur d'une œuvre a le droit d'autoriser la communication de son œuvre au public de manière directe ou enregistrée, quel que soit le mode de communication, radiodiffusion, distribution par câble, par satellite ou Internet. Il y a le droit de traduction d'un titulaire de droit, c'est-à-dire l'auteur. Une œuvre peut être traduite dans d'autres langues ou adaptée en but de créer
Pardon. Adapté à un niveau scientifique, différents niveaux, au primaire, au secondaire, à l'université, etc. Adaptation d'un roman, film, ou bien une bande dessinée en dessin animé, par exemple. Voilà. Maintenant, avant de finir, on va dire juste un petit mot sur le plagiat. Le plagiat, c'est le fait de plagier. Et plagier, c'est s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et le présenter comme sien. Vous effacez son nom, vous mettez le vôtre. Par exemple, prendre des extraits de texte, des images, des données, etc., qui proviennent de différentes sources et vous les intégrez dans votre propre travail sans mentionner la provenance. Par exemple, ça, c'est contagieux chez les jeunes, même les vieux hein, qui ne connaissent pas le droit d'auteur. Et ajouter qu'une photo sur l'Internet, vous faites copier, vous la collez dans votre PowerPoint, etc. Ça, c'est mauvais. Maintenant, si vous la collez, c'est bon. Si vous rajoutez la source, vous dites c'est pris de tel site, de tel auteur, etc. Ça, c'est pas mauvais. D'accord? Donc, il faut citer la source. Sinon, prendre des extraits de texte, d'accord, des données, des images qui proviennent de différentes sources et les intégrer. Résumer, par exemple, l'idée originale d'un auteur. Vous prenez un auteur, vous résumez son idée originale et vous l'exprimez selon vos propres mots. Mais vous omettez, c'est-à-dire vous ne précisez pas d'où viennent ces idées originales que vous avez interprétées. Vous devez mentionner partout la source. Par exemple, ici, je vous donne un lien vers la conférence des présidents d'université du Québec. C'est une bonne référence que j'ai prise. Donc, il suffit de cliquer dessus et ensuite, vous pouvez la lire et télécharger. Voilà, le document rapidement. Donc, vous aussi pouvez faire la même action que j'ai faite. Et là, vous avez logiciel de détection de similitude, une solution au plagiat électronique. Et ça, c'est la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Et vous lisez, il y a 28 pages à lire et c'est très intéressant. Voilà, je passe. Et là, maintenant, on passe à la propriété industrielle. Donc, la propriété industrielle, c'est la Convention de Paris. Et la protection de la propriété industrielle, les dessins au modèle industriel, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellation d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale. Bien sûr, il y a autre chose qui a été rajoutée, on va le dire tout à l'heure. Donc, la propriété industrielle s'entend dans l'acceptation la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dit, mais également au domaine des industries agricoles, Parmi les brevets d'invention, on peut citer différentes espèces de brevets, ça dépend des pays. Nous avons une seule sorte de brevet. Il y a les brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets certificats d'addition, etc. Mais le terme brevet, on va le définir tout de suite. Il faut rajouter la protection des circuits intégrés, la protection du savoir traditionnel, les manipulations génétiques, les ressources biologiques et génétiques. Et tout récemment, depuis l'intelligence artificielle, il y aura aussi une conférence ouverte. L'Algérie a adhéré à la Convention de Paris en mars 1966. D'accord? Alors, le brevet d'invention, qu'est-ce que le brevet d'invention? Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui s'affiche. Bon, je continue. Alors, le brevet, il offre un... لا في السكرين راه طالع غير لا بروبريتي انتيليكتويال من الديبي ما راكش تباسي السلايد Si, je suis en train de passer des slides. راهي طالعه غير لا Et بروبريتي nouveau partage. Pourquoi vous n'avez pas parlé de... جوستومون مسيو في البارطاج ما لازم الاوبسيون يتبدل معاك. درك تشوفوا. سي بون دوكا سي بون. Oh, c'est incroyable. Ça y est, vous voyez ou là non?
pense Oui, Shahli. que Donc, on est quand dans tu la as propriété un diamant. industrielle. J'ai la connexion. Attendez, je vais me connecter par un autre modem. Allô? Oui, monsieur. Oui, on t'entend. Attendez juste une seconde. Je vais faire la connexion par le modem. J'espère que ça va mieux marcher. Parce que la DSL, apparemment, ça se coupe. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, modem, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Entendez-vous? Ah oui, pardon. Voilà, c'est fait. C'est bon. Donc, attendez juste quelques secondes. Le temps C'est que bon. ça apparaisse ici. Donc, OK, il n'y a pas de problème. Je vais remettre. Attendez voir. La propriété industrielle. D'accord. Comme je vous ai dit, vous aurez le PowerPoint, je vous l'offre, il n'y a aucun problème. Donc, on est connecté maintenant. Donc, je refais le partage. Voilà. On a cela. Voilà, partager. Voilà. Si vous ne voyez rien, vous me dites. Hein. D'accord. Allô? Oui, c'est bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Oui. Oui. احنا نسمعك. Vous m'entendez? Vous voyez, non? Eh oh. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? On t'entend, on t'entend. Allô? Oui, allô? Mais je ne sais pas où est le... Ah, c'est pas vrai. Je ne sais pas ce qui se passe avec... Attendez, je vais essayer de voir. Non, non. Nord, je ne sais pas si elle est là, Oui, oui, je suis là. mais tu peux venir m'aider parce que je n'arrive pas Ok, un à instant. trouver le... Je ne sais pas ce qui se passe. Alors là, c'est incroyable. Parce que est-ce que vous voyez cette... Vous voyez cela? Mais moi, je ne... OK. Attendez, est-ce que les autres voient ou pas? Ils voient, voilà. Allô? Mais je ne les entends pas. Il n'y a personne qui parle. Peut-être qu'ils n'entendent rien. On Oui, vous on entend vous très entend, bien. monsieur. Et vous voyez le PowerPoint? Oui, c'est sur le Ah, slide de d'accord. propriété industrielle. Voilà, c'est parfait. Oui, Donc, je oui. répète. Alors, la propriété industrielle, pour les droits d'auteur, vous avez compris, j'espère, c'était clair. Allô? Moi, je viens d'arriver, monsieur, donc Donc, il n'y a pas de problème. On ne va pas revenir en arrière parce qu'il y a le oui, temps bien. qui est limité. Hein. Donc, la propriété industrielle, elle couvre les brevets, les marques, la protection. Hein. Alors, sachez que la propriété industrielle ou la propriété intellectuelle, c'est les ouvrages, c'est les inventions, les marques, etc. Maintenant, la protection de la propriété industrielle ou intellectuelle, si on rajoute les droits d'auteur, la protection de la propriété, ce sont justement, par exemple, si pour les inventions, qui est une propriété intellectuelle, vous avez les brevets. D'accord? Donc, je vous ai dit, il y a les brevets, les marques, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels. Il y a la répression de la concurrence déloyale. Déloyale, c'est-à-dire qui n'est pas loyal, qui ne respecte pas les règles, etc. Et nous avons dernièrement, pas dernièrement, depuis plusieurs années déjà, nous avons les circuits intégrés, le savoir traditionnel, les ressources biologiques et génétiques. Et nous avons tout récemment, depuis il y a 2 ans, ça a démarré, ou un peu plus. Et l'année passée, il y a eu de grands débats et ça va être finalisé, j'espère, cette année pour arriver à définir les différentes protections de l'intelligence artificielle. Alors, le brevet confère un droit. C'est quoi d'abord le brevet? Le brevet, c'est il confère un droit exclusif sur une invention. C'est-à-dire, il vous offre un droit,
il vous offre l'exclusivité, un droit exclusif à vous. D'accord? Vous avez le monopole sur votre invention, qui est un produit ou un procédé. C'est l'un des deux. Et l'invention, c'est une nouvelle manière de faire quelque chose ou qui apporte une nouvelle solution technique à un problème. Alors, à quoi sert le brevet? Le brevet garantit à son titulaire la protection de l'invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée, mais qui est assez importante quand même. Elle est généralement de 20 ans. Et pendant les 20 années, si vous êtes inventeur, durant 20 ans, vous allez innover, vous allez rentrer dans un processus d'invention que chaque fois qu'un brevet arrive à d'échéance, vous avez déjà 2 ou 3 inventions en plus et ça continue. Voilà, et ça c'est l'objet de l'innovation. Vous êtes des startups, mais c'est surtout des startups innovantes, c'est-à-dire avec des produits innovants, nouveaux, d'accord? Quelque chose d'original. En Algérie, c'est à partir du 7 décembre 1993 que le citoyen algérien pouvait bénéficier d'un brevet. Et c'est en 2003, la dernière loi, où c'est nettement clarifié et tout. Et c'est le texte en vigueur actuellement. Alors, le bref historique, je vais rappeler juste qu'avant 1993, l'inventeur algérien, qu'il soit dans un centre de recherche, une entreprise ou même à l'université, dans les labos de recherche, il n'a qu'un certificat d'inventeur. C'est un papier qu'il peut mettre dans un cadre, mais ça suffit. Voilà. Il n'a pas l'aspect commercial du brevet, dont on va parler après. Alors, voilà. Pour que quelqu'un d'autre, une autre personne morale ou physique, puisse utiliser votre invention, elle va faire une négociation sur une licence elle va, disons, entre guillemets, négocier avec vous une licence, comme je disais tout à l'heure, une autorisation pour utiliser votre invention. Et il y a certains qui disent, on vend le brevet. On dit, il y a les donneurs de brevets et il y a les preneurs de brevets. Parce que même si vous n'arrivez pas à faire une invention et être donneur de brevets, vous pouvez être preneur de brevets. Et quand vous êtes preneur de brevets, vous allez innover aussi, inventer. À titre d'exemple, Cevital, il y a longtemps, aucun Européen ne voulait lui offrir le droit de licence pour utiliser, sous licence, pardon, du verre plat. Eh bien, elle a fait des négociations avec les Chinois et maintenant, c'est elle qui exporte vers l'Europe le verre. Et c'est une des plus grandes compagnies en Afrique. D'accord? Et ils innovent actuellement parce que quand vous prenez des produits utiles et vous les mettez en production et vous les commercialisez, vous allez améliorer. Il suffit d'ouvrir disons, un département de recherche au niveau de l'entreprise pour arriver à cela. Maintenant, ici, vous avez, maintenant, on peut ne pas, une invention peut être protégée par un brevet, mais si on ne veut pas divulguer l'information sur l'invention, parce que le brevet, lui, il faut qu'il soit très clair. Ça veut dire que n'importe quel expert, quand il lit le contenu du brevet, il peut produire d'accord, il peut produire disons l'objet du brevet. Donc là, il y a certains qui gardent secrète leur invention. Et là, c'est le secret d'affaires ou le secret commercial. Alors, les secrets d'affaires sont des droits de propriété intellectuelle portant sur des renseignements confidentiels pouvant être vendus ou faire l'objet de licences. Ils doivent avoir une valeur commerciale parce qu'ils sont confidentiels, être connus uniquement d'un groupe limité de personnes et faire l'objet de mesures raisonnablement prises par leurs détenteurs légitimes pour les garder secrets. Il faut pas divulguer ces secrets, et notamment d'accords de confidentialité avec les partenaires commerciaux et le personnel. C'est-à-dire toute personne qui a une déclaration qu'elle ne va pas, comment dirais-je, divulguer, qu'elle ne va pas divulguer le secret. Et si elle le divulgue, c'est la justice
intervient et là, ça rentre dans la concurrence déloyale. Voilà, ici, vous avez les secrets commerciaux, d'accord? Et ici, vous avez un ouvrage sur les inventions et brevets. Tirer les leçons du passé, créer l'avenir, inventions et brevets. Et là, vous pouvez cliquer aussi. Même sur Trad, vous cliquez, on va voir toutes ces pages qui vont s'ouvrir rapidement tout à l'heure. Voilà. Attendez une seconde parce que là, j'ai lancé l'ouverture. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouh. On va attendre qu'il redémarre le programme. Je ne sais pas ce qui se passe, mon Dieu. J'aurais pas dû lancer Waipu. Il fallait le faire à tête reposée. Bon, bref, s'il y a des questions sur ces premiers points, on peut en discuter en attendant que ça revienne. D'accord? PowerPoint ne répond pas. Allez, je redémarre le programme directement. D'accord? Et c'est plus simple. Voilà. 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 Écran partagé. Voilà. Et on revient ici. Voilà. Et voilà. Ça y est, vous voyez, j'espère. Hein? Un instant. Vous voyez? Oui. Nous sommes à invention et brevet, d'accord? C'est ça? Oui, oui. Oui. Voilà, on continue. Donc, comme je vous ai dit Oui, tout à l'heure, oui. Donc, pour les inventions, pour les brevets, nous avons l'ordonnance du 19 juillet 2003. Une invention est protégée par un brevet. Il y a 3 critères principaux. Dès maintenant, d'aller déposer une protection par brevet chez l'INAPI, peut être protégée. Si elle est nouvelle, heureusement, il faut qu'elle soit nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire résultat d'une activité inventive? Il ne faut pas que ça devienne évident de la nature ou autre. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et qui est susceptible d'application industrielle. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, produit quelque chose de nouveau, il faut que vous pouvez le produire du point de vue industriel, c'est-à-dire avoir une... Ça ne sert à rien. Donc, voilà les 3 critères. Si ce que vous faites remplissez ces 3 critères, allez-y. Le brevet, il a une durée de 20 ans. Mais il confère au titulaire le droit de fabriquer, utiliser, mettre dans le commerce. S'il s'agit d'un procédé, par exemple, procédé de préparation d'une huile essentielle, procédé pour par exemple, transformer un minerai, etc. Donc, s'il s'agit d'un procédé, le titulaire du brevet, il a le droit d'employer, mettre dans le commerce le procédé inventé, ainsi que d'utiliser et mettre dans le commerce, détenir à ces dernières fois, même le produit tel qu'il résulte directement de la mise en œuvre du procédé. C'est des droits, il possède tous les droits. Le titulaire du brevet a aussi le droit d'interdire à toute personne d'exploiter industriellement l'invention objet du brevet sans son autorisation. Donc, c'est pour cela que les entreprises doivent avoir ce qu'on appelle une cellule de veille sur les brevets. Il faut qu'il y ait un service qui vérifie qu'on n'a pas utilisé votre invention, etc. D'accord? Si quelqu'un a utilisé votre invention, vous pouvez l'attaquer en justice. Il n'y a pas de police, etc., spéciale pour cela. C'est au détenteur du brevet, l'auteur lui-même, de vérifier, de suivre ses inventions. Pendant toute la durée du brevet, le breveté a le droit aussi d'apporter à l'invention des changements, des perfectionnements, ce qu'on appelle aussi des additions.
fait à cet effet une demande de certificat d'addition. Un certificat d'addition qui peut être demandé à n'importe quel moment durant la durée de vie du brevet, sur les 20 ans. Avec le brevet, quand le brevet arrive à terme, si l'invention est faite dans le cadre d'un contrat de travail comportant une mission inventive, à défaut d'une convention passée à l'organisme, sauf si ce dernier y renonce expressément au bénéfice de l'inventeur. Une telle invention est appelée invention de service. Et ce qui bloque chez nous, en Algérie, c'est justement ce type d'invention, les inventions de service. Il faut qu'il y ait un texte, soit un décret, soit un arrêté pluriministériel, je ne sais pas comment. Cet article soit complété par, de manière explicite, le partage des redevances. Aux États-Unis, il y avait la loi Bayh-Dole, le début des années 80, qui a statué le pourcentage des redevances qui vont vers les universités, les centres de recherche, les laboratoires, les incubateurs, tout ce que vous voulez, et le pourcentage qui va vers l'employeur. Alors, les inventions qui intéressent la défense nationale peuvent être gardées secrètes. Le titulaire du brevet peut aussi, par contrat, donner à une autre personne une licence d'exploiter son invention, comme on l'avait dit tout à l'heure. Cependant, pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation d'une invention, après un délai de 4 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou 3 années après la délivrance du brevet, toute personne peut obtenir ce qu'on appelle une licence obligatoire auprès de la juridiction compétente. C'est rare qu'on arrive à ce stade-là parce que quelqu'un qui a un brevet et qui ne le met pas en exploitation, c'est une aubaine pour lui de trouver quelqu'un qui va exploiter ce brevet et produire avec ce brevet. Bien sûr, avec les négociations, il va lui donner des royalties. C'est comme si vous avez un brevet, vous ne produisez rien et vous avez de l'argent qui rentre chez vous. Donc, c'est mieux que rien. Alors, tous ceux maintenant qui, sans aucune autorisation, utilisent ou mettent dans le commerce des produits ou procédés protégés ou qui fabriquent les produits suscités sont des contrefacteurs. On dit contrefacteurs. Et les contrefacteurs utilisent la contrefaçon. Alors, la contrefaçon, elle est sévèrement punie. Sont aussi contrefacteurs tous ceux qui ont sciemment, de manière exprès, recélé, vendu plusieurs objets contrefaits. C'est-à-dire, même si à l'aéroport, on vous trouve et vous avez ramené beaucoup de produits contrefaits, on vous les enlève, on les détruit, etc. Il y a longtemps, bon, maintenant, je ne sais pas si ça continue ou pas, entre l'Italie et la France, il y a beaucoup qui vont en Italie acheter des produits chinois, tout ce que des produits de marque. Vous trouvez Lacoste, les parfums avec leur marque, etc. Ils pénètrent en France et là, le contrôle à la douane, quand ils trouvent ces produits contrefaits, ils les détruisent et il y a la juridiction qui intervient. Alors, il y a ce qu'on appelle la protection internationale, c'est le PCT. Le processus d'utilisation du PCT est composé de 2 phases. Il y a la première phase internationale et la seconde nationale. Durant la phase internationale, il y a 4 étapes. Il y a la première c'est le déposant. Le déposant commence au pays d'origine ou bien au bureau international. Ensuite, la deuxième étape, c'est la recherche internationale. Et la troisième étape concerne la publication. Et la quatrième étape, c'est l'examen préliminaire international. Et après cet examen préliminaire, c'est-à-dire c'est pour trouver l'authenticité, l'originalité de l'invention. D'accord? C'est déjà inventé ailleurs, etc. Donc, il y a des enquêtes, etc. Et à la phase internationale, à la fin, le déposant va aller pays par pays déposer sa demande. L'avantage, c'est qu'au moment du dépôt de demande de brevet, cette demande qui sont désignées initialement par le propriétaire du brevet.
D'accord? Donc, il choisit un certain... et s'il a le PCT, le brevet protégé par ce procédé-là de PCT, c'est comme s'il avait fait le dépôt au même instant dans tous les pays, chose qu'il ne pouvait pas faire. Il faut qu'il se déplace dans chaque pays. Maintenant, à la fin du processus international, il y a le processus national. Et le processus national, il passe de pays en pays. Donc ici, vous avez la phase internationale avec les 4 phases dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une désignation de pays choisis. Et quand on arrive à la fin, après l'examen préliminaire, on passe à la désignation par le déposant des pays définitivement retenus. Parce que durant cette période-là, il y a certains pays où il n'a pas trop de concurrence, etc. Il peut les enlever. Ça ne sert à rien, c'est de vous perdez de l'argent pour rien. Donc, et la phase nationale, elle est là. Donc, il passe pays par pays pour payer l'enregistrement. Parce qu'il y a des droits d'enregistrement. C'est ce qu'on appelle les annuités. Il paye ses droits chaque année pendant les 20 années. Le taux n'est peut-être pas le même durant les premières années. Il est un peu faible parce que c'est la première fois que l'entreprise va démarrer. Et ensuite, à la fin, il va payer un peu plus cher jusqu'à la limite des 20 ans. Voilà. Et ici, vous avez WIPO vers les membres. Allez, on fait comme ça. Peut-être que ça va. Voilà, c'est passé. Voici les membres. Vous allez dans WIPO, État membre. Et dans État membre, vous avez ici la liste de tous les pays membres, bouclier, etc., etc., etc. C'est-à-dire comment vous payez, comment vous enregistrez. Il vous donne la démarche à suivre. Ensuite, ici, voilà. Vous avez un manuel de la rédaction . Voilà. Donc, vous m'entendez? Personne ne m'entend encore. Oui. Ah, vous m'entendez? Donc, je vais partager. Je vais revenir au partage. Où est-ce qu'il est? Donc, partager. Je vais recharger le PowerPoint rapidement. Voilà. Voilà. OK. C'est bon. Voilà. On réduit cela. Cela. Voilà. C'est bon. Et on descend jusque là où on était. Voilà. Donc, on était là. Donc, en cliquant ici, vous allez aller directement au PDF. Il y a l'encombrement des fichiers. Je ne vais pas bloquer encore une fois. Ensuite, vous avez les marques. La marque, c'est quoi? C'est un signe distinctif qui indique que des produits ou des services sont produits ou fournis par une certaine personne. Donc, vous, j'imagine que tous vos produits ont un nom spécifique. Et même peut-être votre startup, elle a un nom. Ça, ces noms-là, ce sont des signes distinctifs qui vous distinguent des autres concurrents
ou des autres entreprises et qui servira de marque. Et c'est cette marque qui va être image de marque en quelque sorte. Elle reflète votre directement ou directement. Alors l'origine, et ensuite ça s'est progressivement développé et nous avons en 2003 l'ordonnance en Algérie. La marque, c'est tout signe susceptible d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, par exemple, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leurs seuls ou combinés entre eux, ou des services d'une personne physique ou morale, de ceux à distinguer vos produits des produits des autres. Donc, c'est très important. Alors, il y a ce qu'on appelle la marque collective. La marque collective, c'est toute marque qui est destinée à garantir l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire. Le contrôle chez tous ceux à qui la marque est bien utilisée ou pas. D'accord? Ils utilisent des marques, c'est des symboles de qualité, de transport, le conditionnement, etc. Quand c'est identique, cette marque-là est utilisée de manière commune ou collective. Maintenant, il y a l'enregistrement international des marques, c'est le système de Madrid. C'est l'arrangement et le protocole de Madrid qui permettent de protéger à l'échelle internationale les marques. Donc, le demandeur, il s'adresse d'abord à l'office de son pays pour déposer la marque. Il peut utiliser l'arrangement et le protocole de Madrid pour qu'il exporte son produit surtout, et il y a des concurrents. Et cette demande peut être refusée dans le pays d'origine. Si elle est refusée au niveau du pays d'origine, on ne sait pas pour quelle raison, et il faut que l'office explique pour quelle raison. Et généralement, la raison du refus, c'est quand il n'y a pas cet aspect de distinction. Il y a pas il y a confusion entre les marques. Si le titulaire change sa marque, OK. S'il ne change pas, elle reste comme ça. Maintenant, à l'échelle internationale, les demandes déposées dans les autres pays sont suspendues pendant 5 années à peu près. Et au-delà de ce temps-là, chaque pays va voir s'il accepte ou retient ou pas la marque. Et généralement, quand ils ne la retiennent pas, c'est pour il y a soit confusion, il risque d'y avoir des conflits avec d'autres marques. Donc, on évite déjà à l'avance qu'il y ait ce type de conflit. C'est des pertes de temps et d'argent uniquement pour les propriétaires. Et ici, vous avez l'organigramme, c'est demande d'enregistrement international, désignation des pays où la protection est demandée. Le bureau international enregistre la marque et notifie l'enregistrement au pays désigné. L'examen de la demande de protection pour chaque pays désigné, la demande peut être acceptée ou refusée selon la législation nationale de chaque pays. Le refus est possible en cas, par exemple, absence de caractère distinctif, possibilité d'induire en erreur les consommateurs, conflit avec des marques déjà existantes. D'accord? Nous avons les modèles et dessins industriels. Donc, tout ce qui concerne les dessins, dans la tapisserie, les modèles, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, en volume ou en plan. Et, à titre d'exemple, la poterie, à titre d'exemple, les bijoux, le design, la forme des chaises, la forme des tables, la forme des lampes, la forme des voitures, tout ce qui est dessin au modèle est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet. Il
peut consister en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la texture de l'objet, ou bidimensionnels, par exemple les motifs, les lignes, les couleurs. Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et l'artisanat. Et au niveau de l'artisanat, c'est un moyen très important pour la protection du patrimoine national. Donc, par exemple, instruments techniques et médicaux, les montres, les bijoux, les autres articles de luxe, les objets ménagers, les appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisirs, etc. Les jouets, par exemple. Alors, le système de dépôt international, c'est le système de l'AE, régi par l'arrangement de l'AE. Ça, c'est les modèles et dessins. En Algérie, on utilise l'ordonnance de 1966. Elle n'a pas été abrogée, etc. Alors, sont considérés comme dessins tout assemblage de lignes, de couleurs destinées à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme plastique associée ou non à des couleurs et tout objet industriel ou artisanal qui peut servir de type pour la fabrication d'autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa configuration. Maintenant, on ne protège que les modèles originaux et nouveaux. D'accord? Voilà. Et vous avez l'ordonnance. Ici, vous avez par exemple la Ghardeya, les tapis. Tous les dessins là, dans ces tapis sont protégés. Ici, vous avez des modèles de bijoux, Bniyenni par exemple. Donc, ils sont protégés aussi comme modèles. Et ainsi de suite. Maintenant, tous les autres produits qui ont été cités peuvent être protégés, bien sûr, par des modèles. Si vous avez, par exemple, des objets, des machines, disons quelque chose de nouveau et d'original que vous avez créé, vous pouvez le protéger aussi par des modèles industriels. C'est aussi une protection pour qu'on ne vous copie pas. Donc, il y a le brevet, la marque, dessin, modèle industriel. Maintenant, il y a les indications d'origine et les indications géographiques. L'indication géographique est utilisée pour signaler que certains produits sont originaires d'une certaine région. Tous les producteurs de cette région doivent pouvoir utiliser cette indication. Par exemple, IFRI, IFRI pour l'eau minérale, IFRI pour l'huile d'olive, etc., etc. Maintenant, quand vous prenez IFRI eau minérale, c'est une eau qui provient d'IFRI, de la région d'IFRI. Si vous prenez l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive qui provient d'olivier de la région d'Ifri. D'accord? Alors, et tous les producteurs peuvent utiliser ces indications. Ce n'est pas une marque pour laver. Alors, les appellations d'origine, maintenant, autre chose. Et c'est ça ce qu'on protège en Algérie, c'est les appellations d'origine. Les appellations d'origine, ce sont des indications géographiques aussi, mais qui signifient que la qualité des produits pour lesquels elle est utilisée tient essentiellement ou exclusivement à la région de production. Le savoir-faire local, le climat local, la nature du sol local, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, si je prends des fruits et qui ont donné lieu à la confiture, des jus d'abricot et tout, entre Berika, Batna, dans la région, entre Msila, Berika et Batna, quelque part, vous avez une gaousse, et une gaousse avait aussi des prix internationaux concernant la confiture d'abricot. Maintenant, je ne sais pas quelle est sa qualité, mais je me rappelle dans le temps, elle a ces distinctions-là. Alors, en Algérie, on utilise l'ordonnance 1976 sur les appellations d'origine. On entend par appellation d'origine une dénomination géographique d'un pays, d'une région, d'une partie de région, d'une localité ou d'un lieu dit, c'est-à-dire un lieu quelconque, qui servent à désigner un produit qui en est originaire, pas seulement originaire, mais dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. C'est-à-dire, il y a un savoir local. D'accord? Il y a les facteurs naturels, c'est la météo, l'eau, la qualité de l'eau localement, comment dirais-je, la nature du sol, la géologie, par exemple, etc., etc. Et les facteurs humains, c'est le savoir-faire des habitants de cette localité. Alors, les obtentions végétales, ceux qui
qui obtiennent des végétaux, de nouveaux végétaux, vous pouvez aussi les protéger. Alors, la protection, elle est faite lorsque l'obtention, elle est nouvelle. Obtention vient du verbe obtenir. Hein. Vous obtenez une nouvelle variété une nouvelle variété de produits végétaux. Alors, il faut que l'obtention soit nouvelle, distincte, homogène, stable et désignée par une dénomination appropriée. Et le propriétaire, le détenteur, il a plein de droits. D'accord? Alors, on peut dire, par exemple, alors il y a la production, la reproduction, le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication, l'offre à la vente ou toute autre forme de commercialisation, l'exportation, l'importation, la détention à l'une des fins mentionnées ci-dessus. Il a tous les droits. Il a un monopole complet. Et c'est pour cela que ces obtentions végétales, par exemple, quand vous avez des végétaux particuliers chez vous, ou par exemple les semences de blé, vous pouvez les protéger, c'est-à-dire vous avez une quantité que vous allez, c'est surtout en Norvège, il y a une grande montagne et à l'intérieur, c'est à température constante, vous avez ces bacs remplis de vos semences, etc., que vous protégez. Par exemple, la Syrie, durant la guerre en Syrie, ils ont protégé leurs semences. Ensuite, il y a quelques années, ils ont récupéré une certaine quantité qu'ils ont plantée au Bekaa, au Liban. Et de cette nouvelle production, ils ont pris aussi des graines qu'ils ont emmenées en protection et les ont vendues. La durée de la protection, elle est pour les arbres et la vigne de 25 ans et 20 ans pour tous les autres végétaux. Il y a la concurrence déloyale à la fin, c'est le dernier, je crois. Il y a les actes susceptibles de causer une confusion, par exemple l'utilisation d'un logo, d'un emballage semblable à celui d'un concurrent. Il y a les actes de nature à induire le consommateur en erreur. Déclarer qu'un produit importé est de moindre qualité, par exemple. Les actes de nature à discréditer des concurrents. C'est le dénigrement. Vous allez dénigrer et ça, c'est mauvais. Vous dites, par exemple, les produits de telle entreprise sont périmés, par exemple. Il y a la violation du secret commercial ou des secrets commerciaux, comme tout à l'heure. On en a parlé. Donc, il y a l'accord à l'OMC qui interdit la divulgation des secrets commerciaux, même la Convention de Berne. Donc, par exemple, divulguer la formule d'un parfum. Vous avez signé dans le contrat comme quand vous n'allez pas divulguer, vous allez le divulguer en vous donnant de l'argent. Et là, il y a la justice. Il y a beaucoup de procès en Algérie, même ailleurs, hein, sur la concurrence déloyale. Le fait de profiter des acquis d'un concurrent, ça c'est le parasitisme. Utilisation d'une marque très connue pour laquelle la protection est tombée en déchéance. Par exemple, la marque Frigidaire pour les réfrigérateurs, à titre d'exemple. Il y a la publicité comparative. Il y a beaucoup de pays qui interdisent la publicité comparative ou bien qui la limitent. Par exemple, vous dites nos produits sont de même qualité que celles de nos concurrents, par exemple. On n'a pas le droit de le faire. Maintenant, les organismes de pays, vous avez l'OMPI, l'Organisation mondiale. Ici, vous avez WIPO. Ici, vous avez l'accord des ATPIC de l'OMC, l'INAPI et l'ONDA. Pour l'INAPI, voilà, donc voilà, tant mieux, ça fonctionne mieux. Donc, on a le site, on peut aller directement au site de l'INAPI. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Est-ce que ça vient ou pas encore? Voilà, voici le site de l'INAPI. Donc, vous pouvez entrer dans le site de l'INAPI, vous avez les brevets, les marques, et vous avez tout dessin modèle, les emblèmes, etc. etc. D'accord? Donc, quittons ce point pour ne pas encombrer les… Voilà. Et vous avez l'INAPI, c'est pour la protection de la propriété industrielle. Et vous avez l'ONDA, c'est l'Office national des droits d'auteur. D'accord? Donc, l'Office national des droits d'auteur qui est là. Voilà, on clique. J'espère que ça va venir rapidement. Voilà, c'est bon. Donc, l'ONDA, vous accédez au site et vous avez les textes juridiques, vous avez plein de choses. Et si vous êtes une entreprise
qui adhèrent à l'ONDA. Tiens, on va voir juste une seconde. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur. Comme quand vous cliquez, vous avez en arabe, vous avez en français, vous lisez à l'aise. D'accord. Donc, je reviens ici. Et voilà, donc on a pratiquement fini. Et ici, vous avez, voilà le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un guide to intellectual property for startups. Il est en anglais. Hein. C'est WIPO, l'OMPI 2021. En 2021, il vous l'offre. Il est offert. Alors, regardez ce qu'il offre. Il vous dit, the user is allowed to to distribute, to adapt, to translate, and publish for commercial purposes, provided that the content is accompanied. WIPO is the source of, and that it is clearly indicated if changes were made to the original content. C'est-à-dire, vous allez avoir ce document en cliquant ici, vous allez l'avoir, et quand vous l'avez, vous pouvez l'adapter, le traduire, le distribuer, le reproduire, même mettre ce que vous changez dans le commerce, d'accord? Et la seule chose que vous devez faire, c'est mentionner que la source, c'est WIPO, ou bien c'est l'OMPI en langue française, d'accord? Voilà. Voilà, et là, ça continue encore. On va voir. Ça tarde. Bon, bref, normalement, on peut ouvrir déjà le débat, à mon avis, s'il y a des questions. D'accord? La parole est à qui? Allez-y. Je ne sais pas si on m'entend ou on ne m'entend pas. Oui, oui, on t'entend. Oui, si vous avez des questions, vous avez des... أضرب بالعربية en anglais ou en français مش مشكلة. Voilà. Voilà le document dont je vous ai parlé, qu'on a lancé tout à l'heure. C'est Enterprising Ideas, un guide de propriété intellectuelle pour les startups. Il est en anglais. Donc, et vous le lisez. Il fait 70 pages et c'est un guide pour vous. D'accord? Il est tout récent hein, et il est offert par l'OMPI. Voilà. Donc, c'est bon. Et c'était tout. Donc, c'était la fin. Voilà. Maintenant, on passe aux questions-réponses. D'accord? Là, ce sont mes coordonnées, mon adresse email. Mais vous pouvez m'écrire. Hein, j'ai beaucoup de documents. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro de téléphone. Ouridou, mon numéro de téléphone, Jay-Z. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, d'accord? Donc, je coupe, j'arrête le partage et on discute. C'est plus simple. Alors, Nour, tu es là, hein? Oui, oui, je suis là. Je suis là. Je suis juste en train d'appeler les participants. Oui, Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Voilà. Il y avait juste une question qui est revenue le barah pendant un one-to-one avec Zineb, où on confondait entre le brevet et la marque en termes de paiement, etc. Donc, quand on paye un brevet, comment ça se passe et la marque, comment ça se passe. En fait, plus en détail sur la durée donc, du brevet et de la marque, de la protection de la marque. Oui, ce sont deux protections différentes. Hein. Le brevet, c'est pour protéger une invention. La marque, c'est pour donner un signe distinctif à vos produits ou à votre nom de votre entreprise, par exemple. D'accord? Donc ici, je vais essayer de voir rapidement
Juste une seconde, hein, si l'INAPI est toujours là. Donc, je vais ouvrir l'INAPI. C'est plus facile, hein. La démonstration, elle est simple. Voilà, l'INAPI, Institut algérien de propriété industrielle. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà l'INAPI. Donc, vous rentrez au niveau de l'INAPI. Vous avez comment déposer un brevet, le formulaire de demande de brevet. Qu'est-ce qu'une invention et un brevet? Pourquoi les brevets sont importants? Comment obtenir un brevet d'invention en Algérie? Et barème des taxes. Donc, votre question, elle est là. Barème des taxes. Dans le brevet, vous avez des annuités que vous payez, etc. Maintenant, si vous arrêtez de payer les frais d'enregistrement, ça y est, votre brevet tombe en déchéance. Il n'y a plus de brevet. Votre invention n'est plus protégée. Pour les marques, vous avez recherche d'antériorité, s'il n'y a pas eu de marque auparavant. C'est quoi la marque? Qu'est-ce qu'une marque? Comment enregistrer la marque en Algérie? Comment protéger sa marque à l'international? Le protocole de Madrid, l'arrangement et le protocole de Madrid. Recherche d'antériorité, taxe parafiscale applicable aux marques. D'accord? Dépôt d'une marque, formulaire concernant les marques, les bases de données des marque internationale enregistrée en Algérie via Madrid, et les marques internationales enregistrées à l'étranger via Madrid, et les appellations d'origine et procédure des dépôts. Donc, vous avez toutes les démarches. Et ça, c'est valable aussi pour les dessins et modèles, parce qu'il ne faut pas oublier, vous êtes obligé de protéger vos modèles si vous avez inventé des formes données de certains produits, etc. D'accord? Donc, comment déposer un modèle, formulaire des modèles, qu'est-ce qu'un dessin et modèle, conditions de la protection, comment protéger un dessin ou modèle industriel et les taxes de protection. Et les taxes sont différentes. Pour les dessins et modèles, c'est des taxes données. Pour les marques, c'est différent. Les brevets, Ah, c'est Internet. Allô? Allô. Non, problème de la connexion. Je pense que c'est Internet. De toute façon, on va commencer dans quelques minutes. Ah, ça y est, Nord, vous m'entendez? Ah oui, oui. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit et vu le site de l'INAPI? Oui, on a entendu. Ah, d'accord. Parce qu'il y a eu une coupure de connexion et j'avais peur d'avoir tout perdu. Voilà, donc, comme je vous disais, chaque protection a un taux de frais d'enregistrement. D'accord? Qui sont différents. Et c'est valable parce que chez nous, c'est très simple. Vous avez toutes les données au niveau du site de l'INAPI. D'accord? Maintenant, si vous faites une protection internationale, il faut entrer. Tout à l'heure, on avait dit État membre. Allez, puisqu'on voit, attendez, je vais partager l'écran rapidement. Il reste juste quelques minutes pour commencer les one-to-one. Voilà, donc j'arrête là. Donc, il suffit de visiter dans le site d'un pays. Tout à l'heure, je vous ai montré les États membres. D'ailleurs, vous avez le lien dans la présentation. Vous allez dans les États membres et vous les protégez en Espagne. Vous cliquez sur l'Espagne, sur le mot Espagne, et vous accédez aux offices de protection au niveau en Espagne, aussi bien pour les droits d'auteur que pour la propriété industrielle. Et ensuite, vous avez toutes les données, les textes juridiques, les taxes, etc. à payer. Voilà. Et je vous remercie. Donc, si c'est fini, c'est… Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer. On pourra le lui transmettre directement. Voilà, Nord. Chef Nord, je vais vous envoyer tout de suite le fichier. Monsieur Sofiane. Et ensuite, vous pouvez envoyer la présentation à tous les présents. Hein. D'accord? D'accord, ok, ça marche. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser librement. Vous pouvez même envoyer à d'autres, etc. D'accord?
Ça Voilà, marche, ça. donc bon courage et je vous souhaite d'être tous des champions.